c'est que au sein de la classe politique iranienne, il y a un petit groupe, alors c'est un petit groupe par rapport à l'Iran, mais c'est un groupe très puissant, qui lui est pro-israélien, et pro-états-unien. Alors, à quoi ça se voit? Bien, tout simplement, c'est ce groupe-là qui a organisé l'affaire Iran-Contra. C'est pas n'importe quoi, hein, cette affaire. Vous savez, c'était le système organisé par la CIA pour donner des armes aux contre-révolutionnaires au Nicaragua. C'est la fin des années Reagan. La fin des années Reagan, voilà. Et donc, qui a participé à cette opération en Iran? Premièrement, un député à l'époque, Hassan Rouhani, qui est devenu président de la République islamique par la suite. Et Hassan Rouhani a transmis le dossier au président du Marlis, le président du Parlement, qui était Rafsanjani, lui aussi devenu président de la République islamique par la suite. Et cette affaire a été, ce trafic d'armes a été si important, il a été fait avec les États-Unis et avec des armes toutes provenant d'Israël, il n'y avait pas d'armes provenant des États-Unis, tout provenait d'Israël. Et Rafsanjani a perçu de telles commissions sur ce trafic qu'il est devenu l'homme le plus riche d'Iran. Autre exemple, vous savez que pendant la période du Shah, la période monarchique, l'Iran a construit un pipeline en Israël, de Haïfa à Ashkelon, et ce pipeline est toujours, au moment où nous parlons, géré conjointement par les deux États, Israël et l'Iran. Alors, aujourd'hui, ce groupe est à la marge en Iran, mais il est toujours là. Et moi, ce que je voulais exprimer la semaine dernière, c'est qu'il est tout à fait possible que ce groupe ait informé l'État d'Israël de là où se trouvaient les principaux dirigeants du Hezbollah qui ont été éliminés les uns après les autres. Comprendre ce qui se passe avec toutes ces subtilités. Et dans ce qui se passe, il y a des choses contradictoires. Je dis en Iran, il y a un groupe, il y a la majorité qui est pour la révolution roméniste, et il y a un groupe au sein de l'État qui, lui, est pour la continuation du travail avec Israël et les États-Unis. D'autre part, nous savons qu'environ la moitié des gens qui sont morts le 7 octobre n'ont pas été tués par les assaillants, mais sont morts dans le cadre de l'application de la directive Hannibal par les forces de défense israéliennes. Il s'agissait pour elles d'empêcher justement que des prisonniers de guerre soient effectués et également que des otages soient pris. Responsable du 7 octobre. C'est une opération qui a été lancée par Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, qui n'est pas un membre de la branche historique du Hamas. La branche historique, ce sont les frères musulmans. C'est eux qui ont créé le Hamas. Et les frères musulmans ne cherchent pas l'indépendance de la Palestine. Ce qu'ils cherchent, c'est de créer un califat pour l'Oumma, pour tous les pays musulmans à la fois. Donc cette branche historique, les frères musulmans, tient ses ordres de Londres, pas de Gaza, de Londres. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le guide suprême des frères musulmans a été nommé par le MI6. Est-ce que le Hamas a par ailleurs été téléguidé par les Israéliens? Le Benjamin Netanyahou, dans sa période précédente, avant de faire son alliance, de reconstituer les sionistes révisionnistes de Jabotinsky, avec les kahanistes qu'il a aujourd'hui au pouvoir, avant cette période, oui, il a soutenu la confrérie des frères musulmans et il ne s'en est pas caché. Il a expliqué que soutenir le Hamas était un moyen de lutter contre le Fatah. Qui prend l'initiative au sein du Hamas? Tu me dis que c'est Sinwar qui prend l'initiative de lancer cette opération. Il crée une alliance avec d'autres, il entraîne avec lui d'autres mouvements de résistance palestiniens. Et qu'est-ce qui se passe? Comment tu interprètes ça? Alors, en 2017, a surgi au sein du Hamas un nouveau groupe. Et ce groupe est devenu militairement celui qui est important. La branche historique, avec Ralen Meshal aujourd'hui au Qatar, ça n'est qu'un petit groupe, mais c'est celui qu'on montre à la télévision. Mais les combattants, pour l'essentiel, eux, ils ont surgi après 2017. Et ils ont été formés par Qassem Soleimani, un général iranien qui a organisé l'axe de la résistance. Qassem Soleimani avait cette idée que tous les combattants de l'axe de la résistance doivent agir dans le même objectif, mais indépendamment les uns des autres, de manière absolument autonome. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Hezbollah continue à se battre, même s'il n'a plus de tête, comme le fait remarquer le ministre de la Défense israélien. Oui, il n'a plus de tête, mais il continue à se battre, et il peut continuer longtemps à se battre sans tête. Et les Ansar Allah, au Yémen, est devenu aujourd'hui la principale force de l'axe de la résistance, même si on n'en parle pas trop dans nos journaux. Cette différence entre les deux Hamas est aujourd'hui très importante. Vous savez que, à titre d'exemple, le président syrien Bachar el-Assad a reçu de manière très visible et très formelle les dirigeants du Hezbollah qui se sont ralliés à l'axe de la résistance. Mais il refuse toujours de recevoir les dirigeants du Hamas au Qatar qui lui ont livré une guerre et qui continuent à lui livrer une guerre. Donc ce n'est pas uniquement une manière de parler quand je distingue ces choses-là. Vous devez faire la même distinction. Quand tu dis que le Hamas, branche qatari, on va dire ça comme ça, lui a fait la guerre. Branche britannique. Voilà, qataro-britannique.
ce Hamas-là a fait la guerre à Bachar el-Assad à l'époque de ISIS, de Daesh? D'abord à l'époque d'Al-Qaïda, puisque ce Hamas-là était l'allié d'Al-Qaïda contre la République arabe syrienne. Après, il est devenu l'allié de Daesh, oui. Et des militaires, des militants du Hamas, canal historique si j'ose dire, ont-ils été impliqués dans des combats contre l'armée syrienne? Absolument, absolument. Et enfin, surtout, les militants du Hamas, canal historique, se sont battus contre les autres factions palestiniennes. Moi, j'ai assisté à une attaque de militants du Hamas, canal historique, donc des frères musulmans en fait, avec un encadrement du Mossad et des combattants d'Al-Qaïda contre des dirigeants palestiniens en Syrie. Quand tu dis qu'il y avait un encadrement du Mossad, comment tu le sais? Ça a été attesté par des gens qui se sont battus sur place, et puis par des gens qui les ont vus. Donc, en fait, c'est un groupe du Hamas qui est arrivé, et ils ne connaissaient pas cette ville de Yarmouk, une ville palestinienne en Syrie, donc c'est gouverné par la Syrie, mais c'est un camp de réfugiés palestiniens. Et comme ils ne savaient pas où étaient les dirigeants des autres factions palestiniennes, ce sont les officiers du Mossad qui leur ont indiqué, non, c'est pas cette maison, c'est celle-ci, à tel étage, tout ça. Comment a-t-il pu se faire qu'au fond, parce que ce que tu nous... Ça a été raconté à l'époque, hein, et le président de l'autorité palestinienne a publié des communiqués de soutien à la République arabe syrienne contre le Hamas à ce moment-là. Ce que tu sous-entends au fond, c'est qu'il y a eu une forme de scission et de coup d'État au sein du Hamas, c'est-à-dire que l'entité créée à Gaza... Il n'y a pas eu de coup d'État. Il y a eu deux groupes qui se sont mis ensemble, parce que les gens qui sont à Gaza, où pouvaient-ils s'allier pour se révolter contre Israël? En fait, à Gaza, l'autorité du Hamas était omniprésente. Donc, si vous vouliez rentrer dans la résistance, vous pouviez effectivement rentrer au FPLP, au djihad islamique, mais comment savoir où ils étaient? Certains l'ont su, mais la plupart ne le pouvaient pas. Et donc, la plupart ont été au Hamas. Et au Hamas, quand ils sont entrés, avant 2017, ils ont été étonnés de l'influence des frères musulmans. Et d'ailleurs, jusqu'en 2017, sur tous les documents du Hamas, c'est marqué branche palestinienne des frères musulmans, de la confrérie des frères musulmans. Bon. Et donc en 2017, ils ont dit, nous, on n'a pas de rapport avec les frères musulmans, on veut juste nous battre pour l'indépendance de la Palestine. Et là, il y a eu un reformatage des frères musulmans en Palestine, et ils ont retiré la mention sur leur papier en tête. Ils ont publié un document de 2017 qui dit quel est l'objectif collectif nouveau des frères musulmans. Et ce texte ne répond pas à choisir entre les deux groupes, il trouve une manière de parler qui est acceptable par les deux groupes. Donc on parle de la libération, mais on ne sait pas quelle libération de l'armée israélienne, mais on n'en sait pas plus, on ne sait pas si c'est pour créer un califat ou pour créer un État palestinien. Donc pour en revenir au 7 octobre, on a beaucoup commenté la chronologie, c'est-à-dire que donc, le 7 octobre, on s'en souvient, c'est un samedi. Dès le jeudi soir, les services israéliens alertent leur hiérarchie sur des mouvements de troupes, enfin des mouvements inhabituels de Palestiniens à Gaza. Et finalement, il y a une réunion qui se tient le vendredi soir au sommet des services secrets, c'est attesté par la presse israélienne, ça, ces choses ne font pas débat. Il est décidé le vendredi 6 octobre au soir, par les services israéliens, de ne pas intervenir, c'est-à-dire de ne pas faire revenir des troupes qui avaient été déployées en Cisjordanie vers Gaza pour prévenir un mouvement. Plus que ça. Vas-y. Plus que ça. Parce qu'on avait retiré l'ensemble des gardes frontières le long du mur de séparation. Donc il est décidé de ne pas les remettre le 6 au soir. On sait que au plus tard, le 7 octobre au matin, à 8h du matin, Benjamin Netanyahou l'a reconnu. Dès 8h du matin, il est informé d'une opération qui commence. Qui a commencé à 6h30. Qui a commencé à 6h30. Il est informé alors que le New York Times fait déjà, sur son site internet, a déjà des images de tout ce qui se passe. Mais en Israël, personne ne le sait. Donc, 8h du matin, le 7 octobre, Netanyahou est officiellement informé d'une opération du Hamas, qui est une opération d'envergure, qui est une opération d'invasion terrestre d'une certaine façon, et l'armée israélienne ne bouge pas officiellement jusqu'à 15h. Alors, il y a des choses qui ont eu lieu à partir de 10h, mais de toute manière, rien avant. Ça, c'est ça, alors qu'ils savaient tous ce qui se passait. Voilà. Donc ça, c'est la première anomalie. C'est vraiment incompréhensible. Et la deuxième anomalie, c'est qu'on nous explique aujourd'hui qu'il y a eu une faille du renseignement, une faille idéologique du renseignement, parce que le renseignement israélien savait avec certitude ce qui se préparait depuis déjà de longs mois, il le savait, et il avait reçu 4 avis différents que l'opération était imminente provenant de sources étrangères, dont la CIA, et pourtant, le commandement israélien n'y a pas cru. Alors, les experts expliquent qu'il est possible qu'effectivement, bien que tous les voyants soient au rouge, un biais cognitif des dirigeants israéliens, et particulièrement du Premier ministre Benjamin Netanyahou, est empêché d'interpréter tous ces signaux. Cependant, il faut se rendre compte que depuis le 7 octobre, beaucoup de choses ont été publiées sur ces signaux, dont on ne disposait pas le 8 octobre. Donc, la presse israélienne nous explique qu'à l'été, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui est aujourd'hui ministre de la Défense, mais qui l'était à ce moment-là déjà, a expliqué en Conseil des ministres que c'était une préparation extraordinaire auquel se livrait le Hamas et qu'il allait attaquer de manière imminente.
Et là, le Premier ministre Benjamin Netanyahou l'a licencié, l'a révoqué, parce qu'il avait osé dire ça en Conseil des ministres. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que les alertes étaient très claires. Et le principal syndicat israélien, qui est un syndicat de gauche, a alors organisé une grève générale pour exiger la réintégration de Yoav Gallant au gouvernement.